Mes chers collègues, j'espère que vous allez bien. Je vous propose que nous commencions par l'appel nominal de ce conseil territorial tout à fait spécial. Donc, Jean-Didier Berger présent, Georges Chiffredi, pouvoir à Karlsruhe, Marie-Hélène Amiable présente. Présente. Étienne Langereau également. Jean-Yves Senand. Présent. Il est là. Jean-Pierre Chostak a laissé pouvoir à Jean-Paul Boulet. Jacqueline Bellhomme. Présente. Benoît Blot est présent aussi, je crois. Il est là, Benoît? Pas encore, il va arriver. Laurent Vastel. Présent. Philippe Laurent. Il va arriver. Philippe Lorec n'est pas là. Yves Casse est présent. Roderick Ars. Présent. Fait. Rachel Adil. Présente. Joël Alain. Pas encore arrivé. Jean-Philippe Alardi. Présent. Est présent. Antoine Bouchez. Présent. Jean-Paul Boulet. Présent. Thierry Braconnier. Il ne bouge pas. Chantal Brault. Présente. J'ai reconnu sa voix tout à l'heure. Elle est là. Jean-Claude Carpel. Présent. Patrice Carré. Présent. Patricia Chalumeau. N'est pas là. Pascal Collin. N'est pas là. Serge Cormier. Armel Cotenceau n'est pas présent. Élite Saint-Georges n'est pas là. Patrick Donat n'est pas arrivé. Sylvie Dongé. Si, il est là. Ah, il est là, Patrick. Il est bien là. Sylvie Dongé. Présente. Sans vidéo, a priori, ça marche pas. Claude Favra n'est pas encore là. Gabriel Fleury, pardon. Présente. Bernard Foisy. Présent. Pénélope Fraissinet. Présente. Muriel Galante-Guilleminault. Présente. Dominique Gasto. Pas encore. Joël Giraud, pouvoir Claude Je suis Favra. là, présente. Dominique Gasto, c'est ça? Oui. Merci, Dominique. Joël Giraud, pouvoir Claude Favra. Taous Guillard. Pas arrivé. Jean-Patrick Guimard. N'est pas là. Mouloud Haddad. N'est pas là. Carole Irigoyen. Présente. Rosine Luigle Rouge. Présente. Merci. Colette Huard. Elle est là, normalement. Petit problème technique, mais elle est là. Elle est là, Colette. Merci, Colette. Je suis là. Terre Cayayan. La vidéo. Présent. Marie Anglais. Présente. Il y a son ou il n'y a pas le son? Nathalie Léandry. Nathalie Léandry. Nathalie Léandry, elle est en train de se connecter. Elle a été un peu surprise par le Webex et Benoît Blot est là. Merci, Mouloud Benoît. Haddad vient d'arriver. Mouloud Haddad vient d'arriver. Parfait. Donc, je rajoute Mouloud Haddad et Benoît Blot qui nous a rejoint. Nathalie va nous rejoindre. Jean-Yves Le Bourris, j'imagine, n'est pas parmi nous. Camille Lebris, non plus. Jacques Legrand. Alain Le Thomas. Présent. Alain Le Thomas présent. Présent. Jean-Pierre Létron n'est pas là. Pascal Malherbe. Corinne Duguerre. Philippe Martin. Présent. Jean-Paul Martinery. Il est là, Jean-Paul, je le vois. Pierre Médan. Pascal Mecker. Elle est là. Elle est là, oui. Pascal, elle est là. Françoise Monsoni. Présente. Aïcha Moutaouki, pouvoir Joachim Timothéo. Corinne Parmentier, pouvoir Françoise Monsoni. Philippe Lemzek, je ne l'ai pas vu. Perrine Tessetti. Présente.
Christine Kiri, Présente. Véronique Radaurisoa, Isabelle Rakoff, pouvoir Madame Monseny. Alors, ouais, on a le droit à 2 pouvoirs, c'est ça, hein? Ouais. Exceptionnellement. RL Renoir est présente, je crois. Présente, oui. Je la vois. Philippe Ribateau. Je ne le vois pas. Isabelle Roland, pouvoir Jean-Yves Senand. Roberto Romero, je ne l'ai pas vu. Patrice Roncari. Essaye de se connecter, mais pour l'instant, il y a un souci. D'accord, il va arriver. Madame Sancy. Présente. Madame Schlinger. Présente. Monsieur Sego. Il est là, car Oui, présent. il est là. Nadia Cézanne. Présente. Yves Serrier. Présent. Philippe Serin. Jean-Émile Stévenon, absent excusé. Et Joachim Timothéo. Présent. Merci. Madame Tsilikas. Présente. Elle est là. Monsieur Virol. Oui. Il est là, Monsieur Virol? Je crois pas. Et Monsieur Zani. Donc, le quorum étant atteint, nous pourrons valablement délibérer en commençant par la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature d'Yves Koskas. Y a-t-il des personnes qui seraient contre cette décision? Je n'en vois pas. Et donc, je vous propose de l'adopter à l'unanimité. Je vais donc simplement, lors de ce prochain point, vous expliquer un petit peu comment nous allons fonctionner. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'un conseil territorial tout à fait exceptionnel, puisque c'est le premier dématérialisé du genre. Nous avons mis en œuvre des moyens techniques pour parvenir à vous réunir toutes et tous, et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation très largement. Ce conseil territorial est diffusé en direct pour le public sur le site internet du territoire grâce aux moyens que nous avons mis en œuvre. S'agissant ensuite des modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats et des modalités de scrutin de réunion du conseil de territoire par voie tenue par voie dématérialisée. Alors, vous allez découvrir peut-être pour un certain nombre d'entre vous la possibilité de voter en ligne à l'aide d'un petit sondage qui va nous servir d'abord pour accepter ces modalités. Donc, vous allez pouvoir vous en servir tout de suite. On va lancer, si vous voulez bien, ceux qui sont en ligne et qui m'écoutent, nous allons lancer le sondage. Et vous allez pouvoir, une fois qu'il sera lancé, accepter ces modalités, les refuser ou vous abstenir. Alors, j'espère que tout ça va fonctionner. Il y a un petit instant de suspense. Bon, pendant qu'ils sont en train de s'organiser, j'imagine, évidemment, ce conseil de territoire va être l'occasion de vous tenir informé de toutes les mesures qui ont été prises depuis le mois de mars. Vous savez que la loi et les mesures qui ont été prises donnent au président des exécutifs beaucoup de pouvoir et beaucoup plus encore que d'habitude, et donc il est tout à fait normal et légitime de vous en rendre compte. Alors, voilà donc le sondage. S'agissant de ces modalités, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous demande, sur le sondage qui a dû apparaître certainement sur le côté de votre écran, de voter et d'appuyer ensuite sur « Envoyer » pour pouvoir tenir compte de votre vote. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Oui, c'est clair, pas de souci. C'est fait. J'ai rien à l'écran. Ça marche pas. Sur le côté droit. J'ai rien à l'écran.
Alors, appuyez bien sur le chat, j'imagine. Sur quoi? Normalement, ça doit apparaître sur le côté de Ça votre apparaît écran. tout seul, il n'y a rien à faire. Ça apparaît à droite tout Ça seul. apparaît tout seul. Ouais, Sur les exactement. tout. Tout seul. Sur la bulle, sinon. C'est le petit point bleu qui fait office qu'on a voté? C'est très simple hein, comme système en réalité. Hein. Point bleu, et en bas, Oui. vous voyez votre sondage a été soumis. Une fois que vous avez fait envoyer. Moi, j'ai rien. Alors, on va être fixé relativement rapidement puisqu'il y a un temps limité pour voter qui est de 10 minutes. Donc, ce temps est quasiment terminé. J'espère que pour l'immense majorité d'entre vous, ça a pu fonctionner. Voilà, le sondage est terminé. On devrait avoir le résultat du sondage qui devrait apparaître, si tout va bien. Je vais demander aux différents participants de bien vouloir couper leur micro quand ils ne souhaitent pas prendre la parole. Et vous verrez que vous avez la possibilité de demander à prendre la parole en appuyant sur la petite main qui est à votre disposition. Donc, le résultat du sondage est le suivant. C'est pour 43 sur 61 contre 1 sur 61. Le reste n'ayant pas pris part au vote pour différentes raisons. D'abord, il y a des personnes qui ne font pas partie des élus, qui sont les administratifs du territoire. Et puis, il y a sans doute des personnes qui n'ont pas réussi à voter, j'imagine. Voilà. Donc, cette délibération étant adoptée, je vais pouvoir passer tout de suite à la partie qui vous intéresse le plus directement. Je vais partager le contenu. J'imagine que c'est ça dont on parle. Voilà, on est bien là? Parfait. Voilà. Alors, donc, je vous parlais de ces mesures que nous avons prises dans le cadre de la crise. Je dois dire que d'abord, toutes ces mesures, on les a très, très largement concertées avec la totalité des maires du territoire, puisque évidemment, nous continuons à agir dans le cadre de la charte de gouvernance que nous avons mise en place et qui a fait ses preuves durant tout le mandat. Donc, 3 bureaux se sont effectivement tenus en vidéoconférence. J'ai proposé également qu'on en tienne un la semaine prochaine. 3 lettres d'information spéciales Covid-19 ont été envoyées aux agents du territoire, aux maires et aux conseillers de territoire pour tenir informés des mesures qui sont prises en particulier pour la protection du personnel territorial. Nous avons également tenu des réunions entre directeurs généraux des services pour continuer à fonctionner, des réunions avec les directeurs de cabinet entre eux, 2 comités techniques et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avec les représentants du personnel. Nous avons également pris des mesures pour assurer la continuité de la collecte des déchets, la fermeture des déchetteries et la suspension de la collecte à la demande, mais le maintien de tous les autres services. Et je dois dire que ce n'était pas gagné au départ. On avait mis en place des règles du jeu avec mes collègues maires pour faire en sorte de faire face en cas de contamination d'un nombre d'agents très, très important. On avait imaginé des versions en mode dégradé et qu'on n'a pas eu besoin d'appliquer plus que ça. Donc, je m'en réjouis vivement et j'espère que cela va se poursuivre. Nous avons mis en place également des mesures spécifiques de protection pour les agents de collecte qui font partie en propre de nos effectifs. C'est le cas pour la partie collecte de Montrouge. Nous avons évidemment
suivi de près les mesures de continuité d'activité mises en place par la société qui est titulaire de notre marché pour toutes les autres villes du territoire. J'ai demandé également à ce qu'il y ait une relance de la distribution des composteurs en porte-à-porte pour qu'on puisse améliorer encore le tonnage qui était jusqu'à présent mis à la collecte. Nous avons fait en sorte également, avec l'entreprise titulaire de notre marché en assainissement, de poursuivre la continuité de l'activité. La protection incendie a fait également l'objet d'un plan de continuité. S'agissant des services à la population, pour essayer de limiter les perturbations, nous avons mis en place NOSCO pour tous les habitants du territoire grâce à la médiathèque de Fontenay qui a permis de s'inscrire sur la totalité des médiathèques concernées. Et cet outil NOSCO nous permet d'accéder à beaucoup de documentaires, de journaux numériques et de beaucoup d'autres contenus en ligne. Les enseignements à distance ont eu lieu dans le cadre de nos conservatoires. Plus de 90% des élèves ont pu continuer à distance, sachant que les élèves qui n'ont pas continué, le plus souvent, étaient des élèves ou des enfants issus de familles qui ne souhaitaient pas poursuivre l'enseignement à distance dans le cadre de cette crise parce qu'ils avaient d'autres priorités compte tenu des circonstances. Le maintien de l'instruction des demandes des DIA, des raccordements à l'assainissement et de toutes les autres autorisations, l'ouverture de la maison des entrepreneurs et de Vallée Sud Emploi à distance pour poursuivre l'aide, surtout dans les circonstances, à ceux qui en avaient l'utilité. Et puis, nous avons pris l'initiative de faire du territoire un outil transversal d'approvisionnement de tous les matériels médicaux dont on manquait cruellement il y a encore quelques semaines. Nous avons, avec mes collègues maires, anticipé au maximum et commandé le plus rapidement possible près de 2 millions de masques. Nous avons recensé les besoins de chaque commune pour faire tourner les centres de santé communaux, pour aider les autres centres de soins et même les hôpitaux. Nous avons fait remonter les besoins également pour les personnels d'accueil, les forces de police locales, pour bref, tous les besoins exprimés par les communes que nous avons majorés par sécurité. Et puis, nous avons également lancé une grande opération d'achat de masques en tissu à l'intention des habitants. Certaines villes avaient déjà anticipé également ou avaient déjà lancé des commandes par ailleurs. Et donc, le territoire prend également en charge ces commandes. J'espère que le gouvernement reviendra sur sa décision de n'aider financièrement que les collectivités qui n'avaient pas anticipé et que ceux qui, comme nous, ont anticipé pourront être aidés également. Mais quoi qu'il en soit, nous avons fait en sorte que chaque habitant du territoire puisse disposer d'un masque. Nous avons également lancé une très, très grosse commande de gel hydroalcoolique et je remercie les équipes du territoire et les équipes des villes qui nous ont aidés à aller chercher ces flacons à l'autre bout de la France. 20 000 flacons de 500 millilitres que nous avons répartis dans toutes les communes qui nous en ont fait la demande. Nous avons également anticipé à un moment donné où ce n'était pas du tout dans l'actualité l'acquisition de centaines et de centaines de thermoflash pour prendre la température à l'entrée des équipements publics. Et pour tout le reste des commandes, je dois dire que nous avons tremblé jusqu'au bout puisque même quelques jours avant de les recevoir, ou plutôt le jour où on devait les recevoir, on nous a dit que finalement, ça serait quelques jours plus tard. Et même quelques jours plus tard, on nous a dit qu'ils étaient bloqués quelque part en Europe et que ça allait être très difficile de les avoir. Donc là aussi, on a dû faire preuve de beaucoup de pugnacité et d'abnégation pour aller les chercher. Pour la distribution des masques, j'ai proposé à toutes les villes du territoire la mise en place d'une plateforme de distribution numérique qui a été utilisée par à peu près la moitié des villes du territoire, 6 villes pour le moment. Ça a permis de distribuer presque un quart de tous les masques mis à disposition.
dans de très bonnes conditions, puisque ça étalait les rendez-vous à la fois sur plusieurs sites et sur plusieurs créneaux, et on a évité les phénomènes de file d'attente ou de regroupement qui auraient pu être générés par d'autres formes d'organisation. S'agissant du siège, l'ouverture, évidemment, a été limitée au strict nécessaire. Nous avons maintenu le principe du télétravail et le présentiel, évidemment, reste l'exception. Les médiathèques ont pu rouvrir depuis le 11 mai en mode drive. Les conservatoires n'ont finalement, à la suite d'un décret qui est paru postérieurement au 11 mai, n'ont pas pu rouvrir comme on le souhaitait pour les élèves de troisième cycle et de cycle spécialisé. C'est ce que nous souhaitions et puis finalement, ça n'a pas été permis par les autorités au niveau national. Les piscines, les théâtres et les cinémas, conformément à la règle, restent également fermés jusqu'à nouvel ordre. Nous avons proposé également, avec mes collègues maires, de prendre en charge une aide très importante pour les petits commerçants, une aide qui peut aller jusqu'à 2 500 € pour prendre en charge la totalité des loyers du mois d'avril. Le principe en étant le suivant, il y a des bailleurs, des gros bailleurs, qu'ils soient privés ou publics, qui ont fait cadeau de ces loyers, donc dans ce cas-là, tant mieux pour les petits commerçants. Mais d'autres ont des bailleurs privés, des tout petits propriétaires qui ne pouvaient absolument pas se passer de ce loyer et qui n'ont pas pu reporter ou faire cadeau de ce loyer. Donc, nous remboursons, pour celles et ceux qui ont vraiment dû payer cette mensualité, nous la remboursons, que ce soit un loyer ou s'ils sont devenus propriétaires de leur mur, une mensualité d'emprunt. Nous avons mis en place ce système en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Je tiens à saluer et à remercier également son président Patrick Pontier. C'est eux qui vont nous instruire ces demandes dans les meilleures conditions. Et donc, compte tenu du nombre de commerçants potentiellement concernés, on parle d'une aide potentiellement de plusieurs millions d'euros. Nous avons également conçu des kits que nous avons remis aux différentes villes qui nous l'ont demandé pour les commerçants. Dans ce kit, il y a du gel hydroalcoolique, il y a des masques chirurgicaux, il y a des affiches type sur les gestes barrières, puisque ce sont des affichages qui deviennent plus que recommandés pour les commerçants, et puis un rappel du dispositif de soutien financier dont je viens de vous parler. Nous avons également lancé, et nous pourrons joindre à ces kits, des scotch de distanciation physique que les commerçants vont pouvoir utiliser dans leur boutique. J'ai fait le tour d'un certain nombre de commerçants déjà où j'ai vu qu'ils utilisaient parfois pas du tout de moyens de distanciation physique parce qu'ils n'avaient pas trouvé le scotch qui convient ou des scotch tout à fait artisanaux et improvisés. Et donc, avec ces scotch Vallée Sud, on va pouvoir leur faire bénéficier d'un outil tout à fait pratique. Après en avoir discuté avec mes collègues maires et après avoir réuni sous la houlette de la vice-présidente Marie-Hélène Amiable les maires adjoints au transport des villes concernées, nous avons lancé une grande concertation avec les associations vélo sur la place du vélo dans le monde d'après, comme on dit maintenant. La réunion de concertation avec les associations s'est particulièrement bien passée et donc il y a une première réunion technique qui va avoir lieu dans les jours qui viennent avec toutes les associations pour faire le point déjà sur les actions qui sont en cours, mais aussi sur la façon dont on peut concevoir la suite d'un réseau cyclable qui, de toute façon, fait partie du plan climat, air et énergie territoriale, puisque de mémoire, 280 km de pistes cyclables sont prévus à l'échelle de tout le territoire. S'agissant des règles en matière de ressources humaines, évidemment, nous avons tout mis en œuvre pour protéger les agents. Parmi ces mesures, les mesures de test. J'ai souhaité que 100% de nos agents puissent bénéficier d'un test de dépistage
pour éviter la formation de foyers épidémiques. Je peux d'ores et déjà vous dire que, à leur grande surprise, plusieurs agents ont été testés positifs et donc que nous avons, grâce à ces tests, pu générer un isolement immédiat de tous les cas contacts dans l'attente de vérifier qu'ils sont négatifs ou positifs. Et nous avons très probablement d'ores et déjà évité la création de plusieurs foyers épidémiques grâce à cette politique. La prise de température également systématique de tous les agents qui souhaitent rentrer ou de tous les partenaires ou publics qui souhaitent rentrer au siège, la mise en place généralisée de gel, les masques évidemment pour tous les personnels en présentiel ou sur le terrain, les gants et les autres équipements de protection individuelle en fonction de l'activité et un nettoyage intensif et régulier de tous les locaux. Voilà mes chers collègues pour cette présentation. Je vais essayer, si j'y arrive, de récupérer l'image. Alors, je n'arrive pas à remettre l'image. Vous me voyez, mes chers collègues? En petit. Non. Je te vois. En tout petit, en vignette. En On vignette. vous voit, Monsieur le Président, en vignette. En grand, il faut que vous alliez sur le petit icône tout à fait à droite en haut. Oui, il y a un peu en noir, en grand. Miracle de la technologie moderne. Bon. Voilà. OK, on va considérer que ça va. Ah oui, c'est là. D'accord, arrêtez le partage. Voilà, parfait. J'ai retrouvé mes petits, donc tout va bien. Je ne sais pas si on a bien lancé. OK, parfait. Alors, je crois que j'ai oublié de vous... D'abord, on va peut-être d'abord sur le compte-rendu de ces diligences effectuées pendant la crise. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? On va commencer par ça. Oui. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à utiliser la petite main dans la liste des participants. Sur votre nom, vous avez une petite main qui Non, vous permet de demander Non, la parole. Je vois pas. non, moi non plus. C'est à côté de votre nom. Vous trouvez votre nom dans la liste des participants. Sur votre nom, vous avez la possibilité de demander la parole. Et elle est où, la liste des participants? Sur la barre en bas, vous avez un petit bonhomme qui apparaît. Milieu. Afficher les participants. Alors, qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Ben, moi, je ne vois pas la liste des participants. C'est l'icône bleue. Qui est-ce qui parle? Alors, annoncez votre nom au moins. Élie de Saint-Charles. Vas-y, Élie, je t'en prie. Trois petites remarques. Merci, Monsieur le Président, pour toutes les actions. Vous avez parlé des tests. Il y a deux types de tests pour détecter le virus et pour détecter les anticorps. Excusez-moi, est-ce que ceux qui ne prennent pas la parole peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Ça fait plein de bruit parasite. Est-ce que ces tests peuvent être prévus pour les élus également? C'est ma première remarque. La première question. La deuxième, c'est pas le moment, mais je le dis quand même. Les pistes cyclables, c'est extrêmement intéressant. Tout le monde est pour, mais il faudra impérativement revoir les règles de circulation. Nous avons des vélos qui ne respectent pas le code de la route. Et donc, on est pour le vélo, on est pour la circulation douce, on est pour les pistes cyclables, mais il ne faut pas que ce soit plus dangereux que les autres modes de circulation. Dernière question sur la coordination entre le département et le territoire. Pour le présent, les choses ont été faites et c'est très bien au niveau des masques, rien à dire. Pour l'avenir, est-ce qu'il y a lieu de mettre en place une cellule de coordination s'il y a des actions qui peuvent recouper les domaines de chacun, par exemple la distribution des masques? Ou bien est-ce qu'on laisse faire chaque collectivité, la ville fait ce que le territoire et le département? C'est simplement une observation.
Merci Élie. Alors, je propose de prendre peut-être d'autres questions s'il y en a, puis je vais répondre de façon groupée. Vous pouvez arrêter de crier parce que moi, je vais parler à ma conférence et donc là, j'ai besoin de calme. Alors, je vais demander… Ça barde quelque part. Je vais demander à Thierry Glanzmann, s'il m'entend, de couper, parce que je crois que je ne peux pas le faire n'étant pas organisateur, de couper les micros de tous ceux qui ne sont pas en train de parler. Et si vous souhaitez prendre la parole, donc j'ai Françoise Monsoni, je crois, qui m'a demandé la parole. Je vois apparaître la petite main. Donc vous avez la parole, Madame Monsoni. Françoise, c'est bien ça? Ouvrir votre micro, par contre. C'est bon? C'est bon, on vous entend. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre document est très intéressant. Est-ce que nous pourrions en l'avoir en copie, puisque nous ne l'avons pas eu avec l'ordre du jour? Tout à fait. Ensuite, je souhaiterais savoir l'état des lieux sanitaires. Au niveau du personnel, vous avez dit qu'il y avait eu des personnels qui avaient été testés positifs après test. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été malades? Est-ce que j'espère qu'il n'y a pas eu de cas très graves parmi le personnel de Vallée-Sud-Grand-Parc? Et est-ce que nous pourrions également avoir un état des lieux sanitaires au niveau de l'ensemble du territoire, avec le nombre de contaminés, le nombre de personnes qui ont été en réanimation, le nombre de décès malheureusement? Je sais qu'il y en a eu certains sur certaines villes. Donc, est-ce qu'on pourra avoir une vision globale du territoire? Ensuite, je souhaiterais intervenir sur les commerces. Bien entendu, nous sommes extrêmement favorables à ce que vous avez mis en place pour les commerces. Vous avez dit que ça allait avoir un coût de plusieurs millions. Est-ce que vous ne pouvez pas être plus précis? Mais je pense que ça va dépendre des demandes qui vont vous être effectuées. Et ensuite, je souhaiterais savoir s'il y a quelque chose de prévu pour les commerces qui n'ont pas pu rouvrir le 11 mai, et notamment tout ce qui concerne les bars et restaurants et hôtels qui ne font pas partie de chaînes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Étienne Langereau m'a demandé la parole également. Je voudrais bien prendre la parole, mais je ne vois pas la main. Je suis désolée. Nadia Cézanne. Et je vous donne la parole tout de suite après, Madame Cézanne, il n'y a pas de problème. Étienne Langereau. Vas-y, Étienne, ton micro est ouvert. Alors, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas du tout. Mais quand je te dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. On n'entend pas. On ne t'entend absolument pas. Je pense que là, tu n'as carrément pas de micro en réalité. Mais si tu veux, tu peux poser une question écrite par chat. Alors là, ton micro est coupé. Alors, je donne la parole à Nadia Cézanne en attendant de rétablir le lien avec Étienne. Nadia. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Donc, la crise sanitaire, économique et sociale que l'on subit encore actuellement donc, a mis à l'épreuve la capacité de nos collectivités locales et du territoire à protéger les citoyens. Merci d'éteindre le micro. À répondre dans l'urgence donc à leurs besoins et à faire évoluer leur organisation interne dans un contexte de tension particulièrement aiguë. Et c'est ce que vous avez montré dans le diaporama juste avant. Elle a aussi donc suscité une mobilisation exemplaire du service public communal, mais aussi territorial et à différents niveaux, qui a ainsi démontré dans cette épreuve sa force et sa capacité à garantir l'égalité d'accès de toutes et tous à ces droits et à maintenir notre cohésion sociale. C'est là qu'on voit que le service public joue un rôle absolument déterminant pour notre pays. À l'inverse, il faut quand même noter que les choix stratégiques opérés par l'État au cours de ces dernières années ont révélé à cette occasion toute leur nocivité, absents du terrain, incapables d'assumer pleinement ses missions régaliennes de la protection sanitaire à l'hébergement d'urgence. Il a tenu un discours incohérent et contradictoire, notamment sur la question des masques et des tests, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. En définitive, collectivités, on le voit encore sur les questions d'ouverture de l'école, qui ont assumé dans une grande solitude bon nombre de responsabilités qui ne sont pas les leurs.
la rétractation continue des services publics de l'État, les plans successifs de réduction du nombre de fonctionnaires ont laissé démunis avec une capacité d'action atrophiée. Néanmoins, je tiens à souligner avec l'ensemble des membres de notre groupe que même si les débats peuvent être vifs parfois et qui s'appuient sur des convictions profondes, nos sensibilités diffèrent et pourtant, nous avons su faire front en responsabilité et répondre à l'urgence en sachant articuler nos compétences et nos savoir-faire. Donc oui, dans ces circonstances, les élus Front de Gauche saluent l'action de Vallée Sud Grand Paris et les initiatives qu'elle a prises, notamment pour ce qui concerne, on a eu tout un panorama, mais la fourniture de masques qui était absolument essentielle, le maintien des collectes et l'accompagnement des commerçants, vous reparliez encore des kits là, qui seront distribués, l'encouragement au développement des pistes cyclables, qui reste encore un grand chantier, même si il avance de manière accélérée dans cette période, et très récemment, pour ce qui concerne la ville de Bagneux aussi, la mobilisation des agents du personnel de la piscine jusqu'au 2 juin pour venir en soutien aux actions municipales, comme cette semaine, la distribution des masques aux habitants, et à compter de lundi, la participation à l'entretien dans les écoles. C'est vraiment des choses qu'on souhaite souligner. Pendant les semaines écoulées, les villes ont pu compter sur le concours du territoire, sur sa réactivité, sa capacité à anticiper les difficultés que nous avons dû affronter successivement. C'est une vraie différence, en tout cas, avec le gouvernement et les services de l'État. Nous savons dès à présent que la crise sociale, parce que derrière la crise sanitaire, il y a aussi une forte crise sociale qui n'a pas encore l'ampleur qu'elle recouvre, puisqu'elle a été provisoirement masquée par le confinement, donc elle sera d'une grande violence pour les plus fragiles, elle l'est déjà, et nous serons tout particulièrement attendus sur l'ambition et la pertinence de nos politiques sociales et nos dispositifs d'accompagnement à l'emploi. Nous devons dès à présent investir largement dans ces derniers, parce que nous savons que les effets pervers de la pandémie seront très longs à se résorber. Nous devons apprendre à vivre avec le virus ou avec d'autres éléments parce qu'ils peuvent aussi être climatiques et perturber notre quotidien, mais aussi malheureusement avec les dégâts économiques et sociaux qu'ils provoquent, et nous devons lutter avec autant de force pour les atténuer. Nous devons aussi repenser notre industrie et envisager des relocalisations, y compris au sein de notre territoire, et je sais que les réflexions sont en cours. Donc c'est aussi à cette aune que notre action sera évaluée, et je ne doute pas, le passé récent le démontre, soyons capables de répondre à ce défi malgré nos différences. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Cézanne. Alors, Étienne, est-ce qu'on a retrouvé Étienne? Ça y est, est-ce que vous m'entendez là? Tout à fait. Ah, très bien. Merci, Monsieur le Président. Je voulais, moi, à mon tour, saluer l'équipe du territoire, son président et tous ceux qui ont travaillé avec lui pour la manière dont ils ont accompagné pendant cette crise. Je crois que c'était vraiment très important que le territoire puisse aider les communes. Et nous, ici à Montrouge, nous nous félicitons d'avoir pu avoir votre soutien, à la fois sur la question des masques. Dès le début, on a choisi de confier au territoire l'achat des masques et on a pu livrer 21 000 masques aux Montrougiens les 9 et 10 mai derniers. Sur la question du commerce, je crois que là aussi l'action est très positive et on a livré à peu près 500 kits à nos commerçants. Et le fait de les aider sur les loyers est aussi très bien accepté et reçu par les commerçants, donc bravo pour ça. Et puis enfin, sur la question du vélo, je crois que c'est aussi une très bonne idée de réfléchir tous ensemble à des continuités cyclables. Donc vraiment, je pense que le territoire a prouvé à l'occasion de cette crise à la fois son utilité, son efficacité, ses réactivités. Vraiment, Monsieur le Président, merci à vous et à toute votre équipe et bravo au territoire. Merci beaucoup. Ça, je pense que ça ira droit au cœur de toute l'équipe et moi, ça me fait chaud au cœur aussi. Donc, je vous remercie tous les deux pour ces propos très, très amicaux. Je crois que Monsieur Timothéo m'a demandé la parole également, si c'est toujours d'actualité. Tout à fait, oui. Tout à fait, Monsieur le Président. Allez-y, je vous en prie, Joachim. Merci. Bien, je vais faire court. Tout d'abord, je voudrais évidemment m'associer aux propos qui ont été tenus précédemment et saluer le travail évidemment des agents du territoire qui ont été en première ligne là, sur toute la période qu'on vient de voir. Remercier ces agents pour les services rendus à la population qui ont été maintenus, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président. Remercier aussi au passage, même si nous ne sommes pas directement concernés,
sur le territoire. Remercier les personnels largement de santé, qu'ils soient dans les hôpitaux ou en ville, pour aussi le travail important qu'ils ont su maintenir et leur dévouement sur la période. Bien sûr, je me réjouis également du niveau, comme ça a été dit précédemment, de constater que le niveau intercommunal, finalement, il trouve son efficacité, là où certains, par le passé, et peut-être dans un futur qui n'est pas si lointain, y trouvaient un désintérêt. Je crois qu'il a pu marquer son utilité dans les niveaux de solidarité territoriaux qu'il faut pouvoir maintenir. Peut-être un petit regret, Monsieur le Président, quand même, par rapport à votre présentation, celui de ne pas avoir été, en tant qu'élu territorial, informé au fil de l'eau des actions qui ont pu être conduites par vous-même, ou par l'équipe sur le territoire. Le bureau, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la démarche concertée, je crois qu'on voilà, c'est ça, la démarche concertée, évidemment. On aurait pu, dans la période, avec les outils numériques tels qu'ils sont aujourd'hui, informer la totalité du conseil territorial et des élus sur les actions que personne aujourd'hui comment dirais-je, ne décline. Voilà, donc ça c'est une première chose. Bien sûr, sur l'aide au commerce, qui est très bienvenue, je crois qu'effectivement il faut aussi, sur la question de l'emploi, tel que ça a été souligné tout à l'heure, rapidement commencer à prendre des mesures pour son soutien. Et puis dernier point, en forme de question, vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qui a été fait en direction des agents, leur dépistage notamment. Il me semble aussi que les diverses ordonnances qui sont parues ces derniers temps le permettent. On pourrait également envisager de récompenser, entre guillemets, en tout cas de saluer le travail qui a été en continu fait par les agents, et imaginer dans la période qui vient, si ce n'a pas été déjà fait, mais peut-être que si ça avait été fait, vous nous l'auriez annoncé, l'attribution d'une prime à ces agents territoriaux qui n'ont pas démérité sur la période. Et je crois que là aussi, ça fait partie des choses importantes et rapides à mettre en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Timothéo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Je vérifie s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Oui, j'ai appuyé sur la petite main. Mais... Laurent ? Oui, moi, Laurent. Je serai bref. Bien sûr, je m'associe au concert de louanges parce que je crois que c'est une très belle démonstration. D'ailleurs, pour répondre un petit peu à M. Timothéo, je sais bien, au niveau des villes aussi, souvent, le reproche qui peut être fait est que l'information a eu du mal à suivre l'action dans la mesure où les délais sont très très courts. Rappelons-nous que le début du confinement, c'est il y a à peine 60 jours, et donc il a été fait énormément de choses dans un délai extrêmement court, qui était extrêmement contraint. Moi, je voudrais juste ajouter que je trouve extrêmement rassurant et satisfaisant de voir que dans cette période, l'administration et les équipes du territoire ont été capables de travailler dans une complémentarité, dans une coordination et finalement un véritable partenariat efficace avec les équipes des villes. Et je crois que c'est une très belle démonstration dont il faut se souvenir, c'est possible, et ça veut dire que l'échelon territorial, malgré tout, a trouvé sa place au sein de cette crise dans une période extrêmement difficile. Et je crois que ça doit être souligné parce qu'on a souvent le reproche de la distance des structures qui sont intercommunales et territoriales. Là, on a véritablement une démonstration de coordination et de complémentarité. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment très important ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a des cloisons qui sont tombées pendant cette crise. Il y avait toujours, le territoire est quelque chose qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il y avait encore des appréhensions, des chasses gardées de part et d'autre. Et là, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de ces cloisons qui sont tombées. Et ça, en travaillant ensemble au service d'objectifs extrêmement forts, urgents et importants, ça a permis à nos équipes vraiment, je crois, de créer un lien très, très solide et qui restera. Voilà, c'est en tout cas ce que je souhaite. Alors, oui, Philippe Laurent, je ne sais pas où est la main, moi. Je ne trouve pas la main pour parler, mais je vais parler. Je t'en prie. Oui, donc, écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me suis connecté un peu tard.
Et je rejoins évidemment tous nos collègues pour me féliciter que ce travail que nous avons fait en commun a été tout à fait remarquable. Et ce que je veux dire quand même, c'est que les 4 catégories de collectivités, je veux dire les communes, le territoire, le département et la région ont su travailler ensemble. Moi, je souligne aussi l'action de la région qui a été extrêmement agile et extrêmement efficace et rapide. Et je trouve que quand on est, donc, comme je le suis, donc maire, en fait, on a bien vu que nous avions à la fois la région, le territoire et donc plus récemment le département. Mais ça, c'est normal parce que le département n'était pas, d'abord, il a connu quelques changements et puis il n'avait pas de compétences directes. On a bien vu que ces 4 collectivités continuent à travailler ensemble alors même qu'il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment une cellule formelle, ça se fait assez naturellement. Donc j'en tire quand même la conclusion que les collectivités locales dans notre pays, d'abord elles sont chacune agiles et elles sont même ensemble agiles. Donc c'est quand même une très très belle leçon, hein, me semble-t-il, dont il faudra qu'on analyse plus profondément dans les prochains mois, puisqu'on nous annonce, je ne sais pas si ça aura lieu, on nous annonce des textes de décentralisation à venir. Voilà. Donc, j'ai été, même moi, qui connais bien depuis longtemps, j'ai été à la fois étonné, très agréablement étonné de la façon dont tout ça s'est passé avec, encore une fois, énormément d'agilité. C'est ça qui est important. Et merci à tous. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais commencer à répondre. Alors, je ne sais pas, il y a un micro qui doit être resté ouvert, peut-être celui de Philippe. Oui, je l'enlève, ouais. Excuse-moi, mais ça fait un écho assez fort dans la pièce. Alors, d'abord, Élie de Saint-Georges m'a demandé si les élus pouvaient être testés. La réponse est oui. Tous ceux qui souhaiteraient être testés, dans la mesure où vous êtes en contact avec les différents publics, moi j'ai considéré qu'il était tout à fait normal et légitime de vous permettre d'être testé. Donc, il vous suffira de vous rapprocher des équipes du territoire pour qu'un rendez-vous vous soit attribué. Moi, vraiment, je me félicite de cette politique de test parce que pour répondre en partie à Françoise Monsoni, évidemment, nous n'avons pas, et c'est bien normal, de bilan global à l'échelle du territoire des cas, puisque ça ne relève pas de notre compétence, c'est vraiment du domaine de l'ARS départementale que ces chiffres sont collectés. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur les agents qui ont été testés, et donc on parle de plusieurs centaines d'agents concernés, nous avons 8% d'agents qui ont été testés positifs. Tous ces résultats sont soumis au secret médical, mais en revanche, les agents ont la possibilité de se signaler à nous pour qu'on puisse les accompagner, et nous mettons à disposition aussi de nos agents, le cas échéant, une cellule de soutien psychologique pour pouvoir également les accompagner en plus de la médecine du travail et des autres aides possibles. Nous avons également un ACMO qui nous a accompagnés dans la mise en place des mesures. Donc, sur finalement ce taux de retour de 8%, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. On sait que dans la population, on est a priori dans notre région autour de 8, 10, 14% de personnes contaminées. Donc, on les retrouve. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que beaucoup de ces personnes qui sont positives Covid étaient des personnes asymptomatiques qui l'ignoraient totalement, mais qui potentiellement étaient contagieuses. Et donc, on a très probablement, comme je le disais tout à l'heure, évité plusieurs foyers épidémiques au sein de notre personnel. Et c'est cette politique qui va nous permettre de pouvoir assurer aussi la continuité pour l'avenir. De quels tests parlons-nous? Nous parlons de tests d'abord sérologiques, c'est-à-dire qui permettent de déterminer uniquement si les personnes ont été ou non en contact avec le virus et dans quel type de délai. Est-ce que ce sont des anticorps récents et ou anciens? En fonction de ces résultats, s'ils sont positifs, un test PCR, c'est-à-dire déterminant s'il y a ou non chez ces personnes encore la présence du gène du virus,
un test PCR est effectué en cas de test sérologique positif. Et si évidemment le test PCR est positif, à ce moment-là, les personnes sont évidemment tout de suite déchargées de fonctions pendant le temps d'une quatorzaine. Et à l'issue de cette quatorzaine, de nouveau, il y a un test jusqu'à ce que le test soit négatif et qu'il puisse y avoir une reprise d'activité en toute sécurité. Cette politique nous permet également, dès qu'il y a un cas positif confirmé, d'identifier entre le moment où la sérologie a été positive et le moment où le PCR est confirmé positif, d'identifier toutes les personnes contacts et donc de tracer immédiatement les autres personnes contacts susceptibles d'avoir été contaminées et le cas échéant de les refaire tester pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de contamination. Je continue sur les réponses. Sur le vélo, oui, il y a effectivement un gros travail à faire. Ce travail, il n'est pas simplement sur le tracé des lignes ou sur la façon de créer ces pistes. Il est aussi sur le stationnement, il est sur la pédagogie, il est sur l'adaptation des règles pour celles qui relèvent des compétences de nos maires, même si ce n'est pas forcément quelque chose de territorial. Et puis, il y a une coordination territoriale forte à mener, parce que faire une piste cyclable dans sa ville, si c'est pour qu'aux limites de sa ville, ça atterrisse, je dirais, face à un mur ou face à une file de stationnement ou face à une voie de poids lourd, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, je crois que la volonté, de façon assez unanime, qui s'exprime au sein du bureau, c'est de tenter vraiment de faire quelque chose de significatif, pas simplement de provisoire, mais de regarder dans le cadre aussi des délégations de voirie qu'on est en train de faire les uns ou les autres, de voir quelle cohérence on pouvait tirer à ce niveau-là. Et si finalement on en profitait pour refaire un certain nombre de rues dans le cadre de ces transferts de compétences territoriales, d'essayer d'avoir du même coup un réseau cyclable qui soit tout à fait pertinent. Et s'agissant de la cohérence et de la coordination avec le département, il ne vous a pas échappé que notre président par intérim du département est également membre de cette assemblée et d'une façon éminente, puisque c'est le premier vice-président du territoire, et que s'agissant de la délégation de la voirie, je suis le vice-président du département en charge de la voirie. Donc, je pense que ça fait un alignement des planètes qui est relativement favorable. Ensuite, pour les questions de Mme Monsoni, donc avoir une copie du document que nous venons de projeter tout à l'heure, évidemment, nous vous l'envoyons en ce moment même sans aucune difficulté. Les cas graves, j'ai répondu. L'état sanitaire, j'ai répondu. S'agissant des commerces, pour les commerces qui n'ont pas pu rouvrir, notamment les cafés et les restaurants, nous avons également décidé d'adopter cette aide pour ceux qui n'ont pas pu rouvrir. Donc, nous ne les avons pas oubliés. Et puis, en fonction de l'évolution de la situation, nous verrons s'il y a lieu de renforcer ou pas ces aides. Je remercie une nouvelle fois donc Nadia Cézanne et Étienne Langereau pour leurs propos qui, effectivement, nous font chaud au cœur parce que, comme vous, dans chacune de vos villes, avec vos équipes, on a essayé de faire vraiment de notre mieux pour régler toutes les questions et anticiper au maximum. On a pris des décisions parfois audacieuses, on a pris des risques, hein, finalement, s'en occuper pour le compte des communes dans un certain nombre de cas, c'était aussi prendre le risque d'échouer tous ensemble. Mais il se trouve qu'on a relevé ces défis les uns après les autres, et même quand on a eu quelques jours de retard sur une livraison de masques ou quelques jours de retard sur les thermoflash, on a toujours trouvé des solutions. Et je dois dire que j'ai plusieurs agents dans les équipes directes qui ont fait preuve de beaucoup de ténacité et de beaucoup d'ingéniosité pour trouver ce qui était introuvable ailleurs. Alors, s'agissant des questions de M. Timothéo et de l'information aux conseillers territoriaux, vous avez remarqué qu'on vous a transmis au fur et à mesure les lettres que nous adressions également au personnel pour les tenir informés, avec un contenu qui retrace très largement ce que je vous ai dit dans la présentation. On aurait certainement pu faire mieux encore, je n'en disconviens pas, mais vous savez, on a été tous plongés vraiment au cœur de l'action.
Et quand on est, comme nous l'avons été, vraiment face à des urgences quasiment quotidiennes, il n'est pas toujours très simple de rendre compte au fur et à mesure de son action. Je pense que vraiment, on n'a pas abusé, et vous le verrez d'ailleurs dans l'un des points qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire les décisions prises par le président au titre de sa délégation ou les décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation exceptionnelle. Vous verrez que je n'ai absolument pas abusé des pouvoirs extraordinaires qui me sont conférés par la loi. Il n'y a qu'un seul point qui a été, je dirais, mis en œuvre alors qu'il n'aurait pas pu l'être habituellement dans le cadre de mes délégations. Et s'agissant des primes, oui, vous avez raison, on a simplement oublié de le mettre dans la présentation, mais c'est bien dans nos intentions ce que nous avons dit d'ores et déjà aux représentants du personnel. L'idée est très simple, c'est que oui, nous sommes favorables, je suis favorable avec tous les membres du bureau et je l'espère tous les membres de l'Assemblée à la mise en place des primes évoquées par le gouvernement. Simplement, les textes jusqu'à présent n'étaient pas sortis. On m'a indiqué qu'ils étaient sortis ce matin même. Donc, nous allons pouvoir maintenant les regarder et les mettre en œuvre, sachant que nous avons adapté et mis en œuvre les questions de gestion des jours de congé aussi avec beaucoup de souplesse pour tenir compte de toutes celles et de tous ceux qui avaient travaillé et télétravaillé. Et s'agissant de la prime, voilà, moi je souhaite qu'effectivement elle soit mise en place. Elle dépend évidemment du travail qui a été effectué et elle tiendra compte évidemment aussi des temps partiels pour que les choses soient équitables. Quelqu'un qui travaille, je dirais, 2 heures par semaine pour le territoire ne peut pas recevoir la même chose que quelqu'un qui travaille 35 ou 39 heures. Mais oui, il y aura bien une prime parce que moi, je salue le sens du service public qui a été celui de nos agents qui sont venus, même dans les moments les plus incertains. Projetez-vous quelques semaines en arrière, il y a des moments où on ne savait pas ce qu'était vraiment cette maladie, si elle était dans l'air, pas dans l'air, si on pouvait l'attraper simplement un peu comme ça au détour d'un ascenseur ou cage d'escalier. Donc, ceux qui sont venus et qui sont venus tout le temps et qui sont venus, je dirais, par vents et marées, méritent vraiment cette prime. Voilà, ainsi que ceux qui ont télétravaillé et qui ont permis à distance, parfois pas toujours avec le bon matériel. On a déployé beaucoup de matériel pour rattraper tout ça et parfois sans avoir la pièce dédiée qu'il faudrait dans l'idéal, parfois en gardant leurs propres enfants. Voilà, tout ça mérite évidemment notre reconnaissance. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on vote ce point, non? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de vote sur ce point. C'est simplement une communication. Par contre, donc, il y a le compte-rendu des décisions prises par le président au titre de cette délégation en vertu de la délibération du Conseil du territoire du 18 janvier 2016. Est-ce que ces décisions appellent de votre part des questions ou des remarques? Je ne vois pas de main levée. Madame Ansoni? Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais, sur vos décisions, avoir des renseignements sur le point D29, qui est une demande de subvention à l'ADEME au titre de stratégie logistique. D'abord, en quoi ça consiste? Est-ce qu'on pourrait avoir le dossier? Idem pour la 30, qui est une demande de subvention auprès du Conseil régional pour la collecte séparée de biodéchets. Idem pour la 31, quel est le périmètre de ce projet et peut-on également avoir le dossier? Et même question pour 33, qui est également une demande de subvention à l'ADEME. Donc, on voudrait avoir des renseignements sur l'objet de ces demandes de subvention et si on peut avoir le dossier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Oui. Donc, vous voulez reposer d'autres questions, Mme Monsoni? Oui, tout à fait. Allez-y, je vous en prie, continuez. Excusez-moi. Je voudrais avoir des renseignements sur les 7 dossiers de préemption
concernant la ville de Clamart, sur quel est l'objectif de ces préemptions pour chaque dossier. Est-ce que c'est pour la destruction? Est-ce que c'est pour le portage de commerce et de leur reconversion? Donc, c'est la D25, la D27, la D33, la D34, la D36, la D37 et la D38. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ansoni. Alors, je commence tout de suite par, à moins qu'il y ait d'autres questions, on ne voit pas. Je n'en vois pas. Ce qui serait bien, c'est pour notre fonctionnement, parce que je ne sais pas si on sera amené à refonctionner comme ça, mais c'est qu'une fois que vous avez pris la parole et que vous aviez utilisé la petite main, c'est de recliquer sur la petite main pour pouvoir l'enlever, à moins que notre administrateur puisse le faire. Voilà, parenthèse refermée. Donc, s'agissant des préemptions, il y a deux types de préemptions. Les préemptions qui sont liées à l'acquisition des murs commerciaux, politique dans laquelle nous sommes engagés avec plusieurs autres villes du territoire. Et il y a une deuxième motivation pour d'autres de ces parcelles qui sont des motivations d'aménagement dans le cadre d'orientation de programmation et d'aménagement définies par les différents PLU dans l'attente du plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, c'est sur la base de ces deux motivations que sont prises ces 7 décisions. Évidemment, tous les dossiers sont à votre disposition et chacune de ces décisions retrace leur motivation. S'agissant de la logistique, c'est le travail sur le dernier kilomètre que nous avons engagé avec les différents collègues maires du territoire, puisque c'est l'une des options fortes du plan climat air énergie territorial. Vous avez vu notamment avec cette crise que la livraison est quelque chose qui devient crucial dans notre mode de vivre. Les déplacements pour aller acheter ne sont pas toujours possibles, ne sont plus toujours possibles. Et donc, nous avions déjà l'intuition avant la crise qu'il fallait se préoccuper de cette question de gestion du dernier kilomètre. C'est la raison pour laquelle nous avançons dans cette direction. Et je m'empresse de préciser que pour tous les dossiers que vous avez évoqués, évidemment, ils sont tous à votre disposition si vous souhaitez vous en imprégner. S'agissant de la demande de subvention auprès du Conseil régional pour le projet d'expérimentation de la collecte séparée des biodéchets auprès des ménages de Vallée Sud, ça, c'est une politique que nous menons avec Benoît Blot et Jacqueline Bellhomme sur le territoire pour la récupération des biodéchets. Vous avez vu que nous avons démarré par un certain nombre de familles tests sur Montrouge, qui a été une ville pilote sur le sujet. Et l'objectif est d'aller vers la généralisation de la collecte des biodéchets sur tout le territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on qu'on a lancé cette opération sur le compostage et qu'on l'a amplifié, y compris pendant la crise, parce que ça va devenir un enjeu majeur. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à la cantine du siège, si un jour elle rouvre, dans les conditions normales, il y a également le tri des biodéchets à la cantine du siège territoire. Et nous avons également, dans plusieurs écoles, avant de le généraliser, testé cette pratique. S'agissant de la subvention demandée également au Conseil régional sur la restauration écologique dans le cadre de la mise en valeur des espaces naturels au sein du démonstrateur écologique Vallée Sud, nous avons un terrain qui est à la limite du Petit Clamart et de Châtenay, qui appartenait au département de l'Essonne. Nous sommes en train d'en faire l'acquisition pour créer le démonstrateur écologique dont nous avions parlé. L'idée, c'est qu'il soit ouvert aux écoles, aux centres de loisirs, aux petits groupes qui voudraient découvrir toutes les politiques écologiques mises en place au sein de notre territoire, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et donc, il y a à l'occasion, et puis ça pourrait être également un site pour la recyclerie territoriale. Et donc, il y a un site donc je vous ai parlé que nous sommes en train de racheter et qui mérite d'être restauré du point de vue écologique, qui avait fait l'objet aussi de squats, de tout un tas
d'occupation sauvage et polluante. Donc, nous allons chercher, comme nous le faisons habituellement, les subventions partout là où elles existent. Et la région, comme l'a souligné Philippe Laurent tout à l'heure, est très dynamique, donc elle fait beaucoup aussi dans cette direction. S'agissant de l'ADEME et du projet hydrogène, bon, c'est un projet dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. J'ai l'intuition avec un certain nombre de nos collègues que l'hydrogène est une des énergies d'avenir, à condition de faire passer cette énergie du fossile vers une énergie totalement verte. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que les collectivités montrent l'exemple et investissent. Donc, nous avons monté un premier projet avec la filiale spécialisée d'EDF sur le sujet. Nous avons présenté un premier dossier. Nous allons présenter d'autres pour essayer de convaincre encore davantage. Et puis, j'espère que nous allons aboutir dans cet objectif, puisque l'idée, ça serait de mettre à la fois des bus, des bennes de collecte des déchets, des véhicules municipaux, des véhicules intercommunaux, éventuellement des taxis, d'essayer de brancher un maximum de monde sur nos bornes, de créer des bornes, de créer de l'énergie hydrogène qui soit la plus verte possible, et puis ensuite d'aller progressivement vers la démocratisation. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le président dans le cadre de cette délégation exceptionnelle, c'est-à-dire principalement l'aide au commerce? Je n'en vois pas. Moi, je crois qu'on a terminé. Hein? Voilà, bah écoutez, mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres questions, on me dit qu'il y avait peut-être une question sur le chat. Oui, une question de M. Bouchez. Est-il possible d'avoir une idée de l'évaluation du montant de l'aide au commerce? Alors, on a gagé cette aide à hauteur de 5 millions d'euros maximum. Je pense qu'on ne sera pas au maximum parce que je pense que tout le monde ne va pas le demander dans la mesure où nous avons certainement un certain nombre de bailleurs privés qui ont également joué le jeu et qui auront déjà fait la gratuité. Donc, j'imagine qu'on n'ira pas au maximum, mais ça pourrait potentiellement aller jusqu'à 5 millions. Je pense qu'en réalité, on sera plutôt un peu en dessous de la moitié. Voilà. Et j'ajoute que Valérie Pécresse a proposé à tous les territoires également de participer financièrement pour créer un effet de levier au fonds résilience dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une avance de fonds pour les entreprises qui peut aller jusqu'à 100 000 euros par entreprise. Et l'objectif de Valérie Pécresse, c'est de collecter un fonds qui ferait en tout 100 millions d'euros. Donc, c'est colossal. Et sur ces 100 millions d'euros, au prorata du nombre d'entreprises que nous avons, nous pourrions être appelés à hauteur de 4 à 500 000 euros. Donc, voilà, 4 à 500 000 euros mis sur la table pour 100 millions accessibles à toutes les entreprises. Évidemment, ça fait un très, très bel effet de levier. Donc, nous devons avoir plus d'informations prochainement sur l'intégralité de ce dispositif. Et évidemment, je ne manquerai pas de revenir vers vous si nous allons plus loin dans cette démarche. Et s'agissant des masques, vous avez à peu près conscience de l'ordre de prix de ces différents masques. C'est inférieur à 1 euro pour les masques chirurgicaux, inférieur à 2 euros pour les masques spécialisés, disons, que vous avez appris à connaître sous le nom de FFP2, et en dessous de 3 euros globalement pour les masques en tissu. On est autour de 4 millions d'euros dépensés pour ces masques. C'est là où on voit aussi l'utilité d'avoir
fait ces efforts de gestion depuis 2016. Je sais que quand j'ai proposé ces efforts au fur et à mesure, ce n'était pas facile. Tout le travail qu'on a fait autour des maisons de l'emploi, tout le travail qu'on a fait sur la collecte des déchets, mais ce sont vraiment ces économies qui nous ont permis de faire face à ces dépenses exceptionnelles qui auraient, je pense, plongé beaucoup de communes dans une difficulté budgétaire assez profonde. Et je me réjouis que le département également, puisque c'est ce que Georges Siffredi nous a d'ores et déjà annoncé, fasse bénéficier aux communes d'une aide tout à fait significative. Voilà, je tiens à saluer cette décision. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite à toutes et à tous. Ah, Philippe Privato? Oui, c'est Jean-Claude Terpel. Jean-Claude. Non. Juste, comme on parlait des commerces, on a évoqué la problématique des restaurants qui vont eux rester beaucoup plus longtemps, je pense, fermés. Est-ce que l'aide, elle est uniquement sur le mois d'avril? Est-ce qu'on peut envisager peut-être quelque chose de plus pour ce type de commerce qui va vraiment être dans une difficulté majeure? Écoute, on attend un petit peu de voir la décision qui va être prise. Et en fonction de cette décision, effectivement, on est tout à fait susceptible de prolonger cette aide. Et ça dépendra aussi un petit peu du niveau d'appel à l'aide qu'ont fait les autres entreprises sur le mois d'avril. Si on voit en clair que sur les 5 millions, finalement, on a dépensé qu'un million, je pense qu'on pourra assez facilement décider d'apporter une aide supplémentaire au café et au restaurant. Parce que, voilà, et puis si la prolongation, finalement, s'ils peuvent rouvrir plus rapidement que prévu, bah, ça ne sera peut-être pas nécessaire. Si la fermeture se prolonge au-delà du 2 juin, effectivement, là, ça deviendra certainement crucial de pouvoir renforcer. On s'adapte vraiment au fur et à mesure en fonction des circonstances. On reste en observation, quoi, voilà. Donc, exactement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Dans ce cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. La séance est levée. Merci, à bientôt.